vous parler du fonds Galilée Innovation Europe. Alors, juste un petit mot sur notre société, sur Financière Galilée. Existence depuis plus de 20 ans, aujourd'hui de la gestion privée et de la gestion collective. Et dans notre gamme de gestion collective, nous avons 3 fonds aujourd'hui, des fonds thématiques, multithématiques. Donc, on a deux fonds avec Galilée World Equity Thematics et Galilée Global Thematics, des fonds qui vont chercher des fonds externes ou des ETF thématiques, et un fonds d'action européenne thématique sur l'innovation au sens large, un fonds d'action Europe large et mid-cap, éligible au PE1, au compte titre et à l'assurance vie. Donc, pourquoi investir dans un fonds dédié à l'innovation au sens large aujourd'hui, en particulier sur la zone européenne? Nous, on a défini 4 grands axes qui répondent à cette question. Alors, pour définir le profil du portefeuille, son angle d'investissement majeur, c'est l'innovation. C'est une sélection de sociétés qu'on qualifie selon nos critères d'innovantes et qui sont, par définition, des sociétés qu'on peut typer de croissance et surtout de qualité. Ce qui est très important dans notre process, cet aspect qualité, quand on investit dans l'innovation avec des sociétés qu'on peut qualifier de start-up parfois, avec des très fortes croissances, mais non rentables. Nous, ce n'est pas le cas et on verra après pourquoi. Deuxième point clé, c'est l'alliance de l'innovation et de la durabilité, puisque le fonds est en passe d'être classé en article 8 SFDR. Donc, on a intégré des critères ESG dans notre processus d'investissement. C'est quelque chose qui était très inhérent à la philosophie de gestion dès le départ et qui aujourd'hui est matérialisé et ancré au niveau de la réglementation. Donc, le fonds va passer en article 8 normalement à partir du 30 juin, donc à la fin du mois prochain. C'est un fonds européen, des actions européennes sur l'innovation. C'est quelque chose qui est pour nous très sous-représenté dans l'univers des fonds innovation au sens large. La plupart des fonds dédiés à l'innovation sont plutôt des fonds ciblés sur les États-Unis, sur la Chine, le Japon. On retrouve des grands innovateurs mondiaux. Mais nous, on pense qu'en Europe, on trouve des sociétés de niche et des leaders incontournables dans leur secteur, très innovants, qui ont leur siège en Europe, mais qui par définition réalisent leur chiffre d'affaires et leurs profits partout dans le monde, donc des sociétés globalisées. Enfin, la quatrième caractéristique qui définit le mieux ce fonds, c'est de la gestion active. C'est un vrai fonds de stock picking qui se veut très différent des indices, auquel cas il suffirait d'acheter un ETF. Nous, on cherche vraiment à apporter de la valeur ajoutée. Ça se traduit par une sélection de titres de conviction dans un portefeuille concentré de 30 à 40 sociétés maximum. Et c'est caractérisé également par une active share, une part active versus les grands indices qui est historiquement supérieure à 70%. Donc voilà pour ces grandes caractéristiques. Alors pour ma part, je gère le fonds depuis la création. On l'a créé il y a quelques années, en 2017. Après en avoir créé l'intégralité du processus d'investissement, co-géré par Ronnie et par nos 2 assistants également et analystes, Aurélien et Antoine. Donc voilà, c'est un fonds que j'ai pu designer dès 2016 et on l'a lancé un an après. Donc, un fonds qui est encore assez récent, mais qui a délivré des très belles performances depuis plus de 3 ans maintenant et qui ont été récompensées par les ratings Morningstar sur 3 ans. Au niveau de la société, juste rapidement, donc chez Financière Galilée, on a une équipe de gestion de 4 personnes, comme je l'ai mentionné, qui nous accompagne depuis 2019 en tant que directeur du développement, et une équipe de compliance et de risque indépendante qui veille à l'aspect réglementaire. Alors, comment on va articuler cette présentation? D'une part, c'est important de vous présenter notre vision de l'innovation. On reviendra sur le processus de gestion, l'analyse du fonds au 30 avril pour vous donner nos principales lignes et nos principales convictions. Et enfin, un point sur la durabilité. On terminera la session par des questions-réponses, je pense surtout dans le contexte de marché qu'on connaît actuellement, un bear market assez important et qui impacte surtout les sociétés de croissance, donc des sociétés qui peuvent être majoritairement présentes dans ce portefeuille. Alors, notre vision de l'innovation aujourd'hui, je vous le disais, c'est de l'innovation au sens large et de l'innovation en Europe.
Pourquoi? Le classement mondial de l'innovation, c'est un classement très intéressant qui montre la capacité d'innovation selon certains critères des principaux pays mondiaux. On retrouve dans ce top 20, c'est le classement de 2020, pas moins de 12 pays européens, avec en premier lieu la Suisse, les pays nordiques, qu'on retrouve en assez bonne position, avec la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande. On retrouve également la France en assez bonne position. Donc, dans ce classement global, on retrouve de nombreux pays européens, signe qu'on a également des écosystèmes assez performants en matière d'innovation, qu'elles soient publiques ou privées. On va retrouver des leaders mondiaux créateurs de valeur, avec des savoir-faire reconnus et des spécialités de niche pour certaines, notamment sur les segments plutôt mid-cap, et des sociétés innovantes portées par des thématiques de long terme. Et là, c'est un aspect important du process, puisque notre vision de l'innovation, elle est au sens large, elle est plurielle et elle est surtout multithématique. Et donc, l'un des piliers transversal à toute notre gamme de fonds, que ce soit les fonds de fonds ou le fonds action, c'est le codex des thématiques, qui est un outil qui a été développé en interne chez nous depuis plusieurs années et qui nous permet finalement de sélectionner des grands piliers thématiques et des sous-thématiques drivés par des méga-tendances. Donc, cet outil, ce codex des thématiques, nous permet dans les autres stratégies de sélectionner des fonds et des ETF thématiques. Nous, dans cette stratégie-là, on va l'utiliser pour sélectionner directement les sociétés qui répondent à ces thématiques. Et donc, on a défini cinq principales. D'une part, la révolution digitale et robotique, les évolutions démographiques, la transition énergétique, les nouveaux modes de consommation et l'émergence des classes moyennes. Typiquement, dans la révolution digitale et robotique, on va retrouver des sous-segments très porteurs d'innovation. Et c'est une thématique qui est très riche pour nous au sein de ce fonds Innovation Europe, puisqu'on va retrouver des sociétés innovantes dans les softwares, dans le cloud, qui connaît une montée en puissance depuis quelques années qui est significative et c'est loin d'être terminé. La cybersécurité également, l'automatisation des procédés industriels notamment, et toutes les applications dédiées à l'intelligence artificielle. Dans les évolutions démographiques au sein de cette thématique, on va retrouver des innovations dans les technologies médicales, dans les infrastructures également, et dans les villes intelligentes, ce qu'on appelle les smart cities, où on retrouve également des sociétés qui sont très impliquées dans cette thématique-là. Au sein de la transition énergétique aussi, on retrouve de l'innovation, alors notamment en ce qui nous concerne dans les matériaux, avec des matériaux durables pour la construction, qui participent à cette efficience et transition énergétique. Donc, on retrouve des sociétés européennes très présentes dans ce segment-là. Dans les énergies propres aussi, ainsi que dans le recyclage et les déchets. Enfin, un autre exemple, au niveau des nouveaux modes de consommation, là aussi, on va retrouver de l'innovation en termes de distribution, de mode de distribution, avec la distribution omnicanale qui allie du physique, du digital. Donc, ça contribue à apporter des nouvelles façons de consommer certains produits et ça révolutionne certains segments, certains secteurs traditionnels. L'alimentation saine aussi est un driver important et tout ce qui est lié à la sécurité et au testing, notamment en matière d'alimentation. C'est une tendance qui va, je pense, s'accroître dans les 10 prochaines années. Dans l'émergence des classes moyennes aussi, on trouve des vecteurs d'innovation assez importants, notamment dans les accès aux soins, l'éducation, le sport ou encore le gaming. Donc, on voit à travers ces différentes thématiques que l'innovation est un vecteur transversal, qu'elle touche de nombreux secteurs et donc on ne la limite pas uniquement au segment technologique en tant que tel. Donc, dans notre process, on identifie des vecteurs d'innovation. On a 5 vecteurs ici, le produit et services, l'innovation de procédés, l'intensité de R&D, le digital et le marketing, au sein de ces 5 piliers de grandes thématiques et de méga tendances. Un aspect important aussi qu'on regarde, c'est la recherche et développement au sein des sociétés. Donc, on a un ratio clé qui s'appelle le ratio d'intensité de R&D, qui reprend les dépenses de R&D sur chiffre d'affaires en moyenne sur 5 ans. Et nous, on a constaté que au sein de notre portefeuille, on a en moyenne 8,6% du chiffre d'affaires en moyenne sur les 5 dernières années qui a été alloué en R&D.
contre 4,7% pour la moyenne des sociétés du stock 600 qui font de la R&D, puisque certains secteurs en font, d'autres pas du tout. Donc, en moyenne, on a quasiment 2 fois plus d'intensité de R&D au sein des sociétés du portefeuille. Une petite étude intéressante qu'on met souvent en avant, c'est de montrer un petit peu cette allocation sectorielle de l'intensité de R&D. En d'autres termes, quels sont les secteurs très consommateurs de recherche et développement? Et on a comparé ça entre les États-Unis et l'Europe. Donc, on a le stock 600 en bleu et on a le S&P 500 en gris. Et on voit que les secteurs très consommateurs de recherche et développement sont la technologie, évidemment, la santé, la consommation cyclique, on retrouve notamment le secteur auto, les matériaux et l'industrie. Donc, ces 4-5 secteurs sont des viviers d'innovation importants et ils sont logiquement très bien représentés au sein du portefeuille, notamment le secteur de la technologie et de la santé qui, en cumulé, représente quasiment les 2/3 du portefeuille aujourd'hui. Quelles sont les sociétés les plus dépensières en matière de R&D qui allouent le plus de capitaux? Aux États-Unis, c'est Amazon, Alphabet et Meta. Et en Europe, on retrouve Volkswagen, Roche et AstraZeneca. AstraZeneca qui est dans notre portefeuille d'ailleurs. Alors, on voit la différence de montant en valeur absolue. Vraiment, les forces de frappe sont énormes pour les sociétés américaines. Mais néanmoins, en Europe, on a également des fleurons très importants qui allouent des capitaux significatifs. Alors, au sein du portefeuille, je le disais, on cherche de la qualité, on cherche de la rentabilité dans les sociétés qu'on sélectionne, surtout lorsqu'on parle d'innovation. Et on voit à travers ce graphe les différentes phases de business model et phases d'innovation. Et donc, on voit des disrupteurs jusqu'aux disruptés. Nous, on va clairement se concentrer au sein du portefeuille sur les 2 catégories intermédiaires. Ce sont les innovateurs qui sont en hypercroissance, dont l'innovation est déployée, qui connaissent une rentabilité croissante, donc qui sont profitables et dont le business model commence à porter ses fruits. La contrepartie, c'est que souvent leur valorisation est élevée. Et la deuxième catégorie éligible au portefeuille sont les innovateurs établis, qui sont en phase de maturité. Donc, cette fois, l'innovation va être incrémentale. On va ajouter des touches d'innovation aux produits, aux services, aux procédés pour conserver ces barrières à l'entrée. Mais la croissance devient plus soutenable, plus normalisée, ainsi que la valorisation. Donc, on évite les deux premières catégories. Donc, ce sont les disrupteurs et les disruptés qui présentent un profil de risque trop important pour notre fonds. On parlait de croissance, donc inévitablement, l'innovation dynamise la croissance et on s'oriente davantage vers ce style de société. Intéressant de montrer aussi depuis 2008, d'un point de vue indépendant de l'innovation, mais que la surperformance des sociétés de croissance versus les sociétés décotées, les sociétés value, a été évidemment drivée par l'environnement de taux et dont l'inflexion est significative actuellement. Mais néanmoins, une source fondamentale à ne pas négliger, c'est la progression des bénéfices par action des sociétés de croissance. Et on voit que dans la durée, sur les 12-14 dernières années, les sociétés de croissance ont eu une croissance de bénéfices plus importante et surtout parfois plus résiliente dans certaines phases de cycle. Donc, ça explique aussi, d'une certaine manière, la surperformance des sociétés de croissance et on pense que, de notre côté, que ce n'est pas terminé. Un exemple de société qu'on va rechercher et qui présente le bon profil en termes d'innovation, en termes de qualité, en termes de profitabilité, c'est dans le software. C'est une société comme Dassault Systèmes qu'on a en portefeuille depuis déjà plus de 4 ans. On est rentré fin 2018 sur cette société-là. Et on voit que lorsque les caractéristiques de rentabilité, de qualité et d'innovation sont cochées, il faut rester investi sur ce genre de société et profiter de l'effet compounding, de l'effet capitalisation des bénéfices et du cours de bourse. Et donc, on voit à long terme le cours du titre, modulo les multiples qu'alloue le marché sur le titre, suit la tendance de croissance des bénéfices par action. Une autre caractéristique intéressante pour donner un petit peu notre philosophie de gestion, j'empiète un petit peu sur la deuxième partie, mais on s'intéresse vraiment à la croissance des sociétés sur un horizon de 3 ans à 5 ans, voire plus.
Et tant qu'elles délivrent, on reste investi sur ces sociétés-là. Et on voit les moteurs de croissance des bénéfices par action et l'effet des PE, des multiples. Alors, on voit que sur un an, par exemple, une société comme ASML, aujourd'hui, elle fait -1 de performance, performance boursière, hors dividende, je précise. Et la croissance des bénéfices par action sur la même période a progressé de 33%, quand le multiple s'est contracté de 25%. Ça, c'est symptomatique de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. On est dans un phénomène de compression des multiples de valorisation. Et donc, toute la croissance des bénéfices engrangés est contrebalancée par l'écrasement des multiples. Il en ressort une progression boursière nulle, voire négative. Ça a été le cas sur ASML, sur Sartorius Stedim, sur Moncler. Donc, ce sont des sociétés qui ont bénéficié d'un re-rating significatif ces dernières années, en particulier l'année dernière. Et on a un petit peu un retour à la normale eu égard à l'environnement de taux actuel. Néanmoins, on voit qu'à plus long terme, sur 5 ans, par exemple, l'effet des multiples est faible, voire neutre. Donc, on voit que sur 5 ans, ASML, j'ai actualisé ce tableau ce matin encore, a progressé de 312% sur 5 ans. Croissance des bénéfices entre-temps, 300%. Le multiple, lui, il a progressé de 4%. Donc, on a quasiment le même multiple de valorisation il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Et donc, on voit bien que le cours de bourse est drivé à long terme par la croissance économique de la société. Un phénomène un petit peu inverse, ou qui en tout cas nous interpelle un petit peu sur la société Novo Nordisk. C'est un des leaders mondiaux en matière de traitement du diabète. C'est une société qu'on a en portefeuille aussi depuis plusieurs années. Et on voit sur la période que cette fois, l'effet multiple est assez important, puisque sur 5 ans, le cours a progressé de 172%, 57% de croissance des bénéfices, mais 73% d'inflation des multiples. Donc, le marché a assigné un nouveau multiple, est prêt à payer plus cher cette croissance, plus de visibilité. Et néanmoins, on devient vigilant lorsqu'on s'aperçoit que ces ratios tendent vers le côté inflation des multiples. Donc, on a commencé à écrêter un petit peu la position ces dernières semaines. Durée de détention des titres en portefeuille, là aussi, j'aime bien donner ces exemples-là. On est orienté vers la création de valeur à long terme. Et donc, on a des sociétés en portefeuille depuis plus de 4 ans déjà, comme ASML, Dassault Systèmes, Téléperformance, ou encore Lonza. Et des sociétés qui sont rentrées plus récemment, comme Reply ou Nemetschek dans les softwares. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette vision de l'innovation, on identifie les entreprises innovantes au cœur de 5 piliers thématiques, un portefeuille concentré dédié au stock picking, un univers innovation Europe qui nous est propre, et on va chercher des vecteurs d'innovation, de produits, de procédés, de R&D, de digital ou de marketing au sein de ces sociétés. En termes de process de gestion, donc on part d'un univers initial, 1200 sociétés. On a des exclusions ESG, donc on a certains secteurs qui sont exclus de l'univers large, le tabac, l'armement, le charbon et également les jeux de hasard. On a également mis en avant le codex des thématiques tout à l'heure, les critères d'innovation pour aboutir à un processus de filtre qui va nous permettre de générer des idées au sein d'un univers Innovation Europe constitué d'à peu près 250 sociétés. Donc voilà, ça j'en ai parlé tout à l'heure, on passe de 1200 sociétés à 250 sociétés innovantes en Europe. On génère des idées d'investissement grâce à des filtres quantitatifs. On a développé nos propres modèles en interne, basés sur certains facteurs et critères de momentum, de valorisation, de croissance, de qualité, qui nous permettent en fait de générer des watchlists, des buy lists de sociétés intéressantes selon des critères quantitatifs. On a développé également un modèle de scorecard dédié à l'innovation, et ça, je pense que c'est assez différenciant dans le sens où ça matérialise notre analyse de l'innovation. Et ce scorecard est composé d'à peu près 30 critères d'innovation qui concernent les produits et services, l'intensité de R&D, les procédés, le marketing et le digital. Et donc, pour chaque cas d'investissement, on va passer en revue ces 30 critères d'innovation et vérifier s'ils s'appliquent plus ou moins au cas d'investissement et à la société. Et il en ressort un score d'innovation de 1 à 10 qui nous permet finalement de comparer après les scores d'innovation au sein de l'univers. Et sans surprise, alors les scores les plus élevés, on les retrouve dans la tech, dans le software, ainsi que dans la pharma.
Au niveau de l'analyse fondamentale, là aussi, les principaux critères qu'on recherche au sein de ces buy lists, on fait attention aux positions concurrentielles, aux barrières à l'entrée qui sont dopées par l'innovation, l'historique des dirigeants, l'allocation du capital. Et en matière de critères, donc on cherche des croissances organiques supérieures à 4 à 5% par an, de manière assez durable, et du coup du levier opérationnel avec une croissance des bénéfices par action de 8% par an. En termes de qualité, on cherche des retours sur capitaux investis d'au moins 10%, un faible endettement, donc un bilan sain, une bonne génération de free cash flow qui nous permet d'avoir du réinvestissement, qui nous permet d'avoir des possibles acquisitions et également du retour à l'actionnaire. En termes d'investissement dans le portefeuille, donc on va sélectionner 30 à 40 sociétés. Et on va pondérer selon cette grille. Donc, pour rentrer dans le portefeuille, il faut qu'on ait un couple croissance et valorisation intéressant, avec un poids initial aux alentours de 3%. Plus notre conviction augmente et plus le potentiel est important et le risque est faible, plus le titre peut être pondéré et donc monter jusqu'à 4, 5, 6% du portefeuille. Aujourd'hui, on retrouve ASML et Téléperformance notamment parmi les principales positions pondérées entre 5 et 6%. À l'inverse, si notre conviction se dégrade au fil du temps, si la société ne délivre pas ou qu'on a moins de visibilité et que le risque boursier, la volatilité et le bêta sont trop importants, on réduit la position pour avoir des pondérations aux alentours de 2 et 1%. Le top 10 du fonds représente entre 40 et 50% de l'actif de manière permanente et une active share supérieure à 70% versus le stock 600. Alors, concernant l'analyse du fonds, aujourd'hui, on retrouve les positions suivantes. Les principales positions sont Téléperformance, ASML, Novo Nordisk, AstraZeneca, Air Liquide, Accenture, Sika, IMCD, qui est un distributeur de produits chimiques de spécialité néerlandais, DSM et le Suisse Lonza, avec leurs thématiques respectives et leurs vecteurs d'innovation. En termes d'allocation sectorielle, alors, comme je le disais tout à l'heure, la technologie et la santé sont les deux secteurs les plus représentés historiquement dans le portefeuille. On retrouve à peu près de manière comparable 26% sur la tech au sens large, 25% sur la santé, 19% sur l'industrie. Donc, on voit qu'on a quand même une répartition sectorielle qui est assez importante. Ce n'est pas uniquement de la technologie pondérée à 50 ou 70% du portefeuille. Donc, on trouve des idées d'investissement dans des sociétés innovantes, dans d'autres secteurs aussi, qui nous permettent d'avoir une diversification intéressante. En termes de répartition par pays, on retrouve de la France aux alentours de 25-30%. On essaye de ne pas aller au-delà. Et en tout cas, on retrouve d'autres pays européens. Donc, c'est un vrai fonds pan-européen, orienté sur des grandes capis. 85% du portefeuille est investi sur des sociétés supérieures à 10 milliards de capis et 13% sur des mid-cap. En termes de répartition par pilier thématique, donc le pilier thématique le plus représenté dans le portefeuille, celui de la révolution digitale et robotique, suivi des évolutions démographiques, des nouveaux modes de consommation et de la transition énergétique. On retrouve de manière assez proportionnelle de l'innovation de produits et services au sein de ces sociétés, de l'innovation digitale et de l'innovation de procédés. Le score innovation du fonds, j'en parlais tout à l'heure, grâce à notre Innovation Scorecard. Donc, on a raté le fonds avec un score aujourd'hui de 8,1 sur 10 en termes de score innovation. Et l'Eurostoxx 50, qu'on a passé au crible également de l'Innovation Scorecard, ressort lui à 6,1, puisqu'il a également des secteurs qui ne sont pas présents dans notre portefeuille et qui sont par définition moins innovants. Les meilleurs scores d'innovation dans le portefeuille aujourd'hui sont ASML, 9,6, Novo Nordisk, SAP, Dassault Systèmes et Astra. Et en termes d'intensité de R&D, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir que évidemment le software est très bien placé, ainsi que la pharma et le secteur auto, alors plutôt luxe pour le coup, puisque c'est Ferrari, mais qui alloue plus de 18% de son chiffre d'affaires en R&D en 2021. Alors, quelques exemples d'investissement par thématique et de vecteurs d'innovation. Je vais laisser Aurélien vous en parler un petit peu. Merci Damien.
Comme le disait Damien, du coup, j'occupe le poste d'analyste assistant gérant au sein de l'équipe de gestion de Financière Galilée et je vais évoquer un peu avec vous quelques exemples quand on plonge dans les thématiques et dans ces innovations, dans ces thématiques-là. Donc, comme le disait Damien, notre but, c'est vraiment d'identifier les vecteurs d'innovation dans les grandes méga-tendances d'avenir pour vraiment essayer de capter les sociétés qui vont avoir de la croissance, croissance à long terme, qui s'inscrivent dans des thématiques donc de long terme. Donc là, on est dans la thématique, par exemple, de la révolution digitale et robotique. Donc, vraiment une thématique aujourd'hui qui touche la grande majorité des sociétés. Toutes les sociétés ont besoin de toute cette révolution industrielle 4.0, de toute cette technologie autour de cela. Et à l'intérieur de cette thématique-là, on a identifié notamment des innovations de produits et services. On peut évoquer, par exemple, le français, bien sûr, Dassault Systèmes, qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des logiciels de conception, notamment 3D, à destination d'un marché très divers qui va de la santé à l'automobile et à l'aéronautique. Et on a également un autre exemple, Nemetschek, bien sûr, le groupe allemand, dans le software également, et qui produit également des logiciels très innovants. Mais à l'intérieur de cette thématique-là, on a aussi des innovations de procédés. On peut évoquer, bien sûr, le hollandais ASML, qui est un des leaders mondiaux des équipements de semi-conducteurs, et également Infineon, donc le groupe allemand fabricant de puces à destination de l'automobile. Donc c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur d'une thématique, on a différents vecteurs d'innovation et à l'intérieur de ces innovations-là, différentes sociétés très diverses qui peuvent émerger dans cette thématique-là. C'est pareil pour l'évolution démographique. Donc aujourd'hui, c'est une méga tendance, bien sûr, assez prégnante avec l'accroissement des PIB, notamment dans les pays asiatiques. Et on voit également dans cette thématique, dans cette méga tendance des évolutions démographiques, un vecteur d'innovation, l'intensité de R&D pour des sociétés comme Novo Nordisk, donc qui est dans le secteur de la pharma, notamment dans les traitements contre le diabète, et également pour AstraZeneca, donc spécialisé dans l'oncologie et les maladies respiratoires. Donc beaucoup de pharma pour ce secteur-là dans le vecteur d'innovation de l'intensité de R&D, et dans les innovations de procédés, on a également ici, c'est plutôt des équipements pharmaceutiques ou de la sous-traitance comme Sartorius ou encore le groupe suisse Lonza. Donc, on voit aussi notre vision des vecteurs d'innovation entre vraiment des pharma comme Novo Nordisk, AstraZeneca qui produisent et finalement tous les équipements pharmaceutiques, toute la sous-traitance aussi qui peut être réalisée par des sociétés comme Lonza et Sartorius qui s'inscrivent dans un même pilier thématique, donc l'évolution démographique. Et pour terminer sur ces exemples de thématiques, on a bien sûr la thématique de la transition énergétique qui devient de plus en plus bien sûr prégnante. On a aussi des investissements de plus en plus colossaux par les grands groupes internationaux pour changer leur méthode, notamment de production, pour réduire leur intensité carbone et améliorer leur score ESG notamment. Donc, on a des innovations, bien sûr, de produits et services comme Sika ou Kingspan dans tout le secteur de la construction, des matériaux et du bâtiment. Et quand on regarde un peu plus spécifiquement, un groupe comme Kingspan, par exemple, quand on peut regarder ses scores ESG, c'est un score ESG excellent et qui fait partie des tops finalement du secteur du bâtiment. Donc, on voit aussi des sociétés qui changent leur manière de production, qui essaient d'innover aussi en ayant l'optique finalement de réduire leur impact finalement sur l'environnement. Donc, c'est aussi une innovation qui peut être tournée finalement vers la transition énergétique et écologique. Et on a également bien sûr des innovations de procédés pour des groupes français comme Schneider Electric ou Air Liquide. Bien sûr, Air Liquide, on en parle souvent, le questionnement autour de l'hydrogène vert et donc plus de l'hydrogène gris, et toute finalement la décarbonisation de l'industrie des gaz industriels. Voilà. Je vais Merci redonner. Aurélien pour ce passage en revue des vecteurs d'innovation par thématique. Alors, quelques exemples de sociétés, on va pas tous les passer en revue. Alors, on a évidemment Dassault Systèmes, qui est pour nous un des fleurons d'innovation en matière de software. Téléperformance également, qui est peut-être un peu moins connu sur ces aspects d'innovation. Elle a certes un score innovation un peu plus faible que les sociétés du software, mais néanmoins, alors historiquement, c'était du télémarketing. Aujourd'hui, c'est de la gestion de l'expérience client au sens large et il y a eu pas mal d'innovations
digital et marketing, on est à la frontière entre les deux vecteurs d'innovation qui ont été mis en place par le management depuis plusieurs années, et notamment de l'assistance aux interactions qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la RPA, l'automatisation des process par la robotique. Donc ça, c'est assez intéressant. Les principaux clients de Téléperformance sont les GAFA et des sociétés chinoises également dans la tech. Donc, on retrouve des vecteurs d'innovation aussi dans le digital et le marketing sur des sociétés de services et de services aux entreprises. La croissance, elle a été exceptionnelle sur les 10 dernières années, 13% de croissance en moyenne sur le chiffre d'affaires, des acquisitions et de la croissance organique, et une croissance des free cash flow par action, qui est une métrique qu'on regarde très souvent, de quasiment 30% par an sur les 10 dernières années. Donc, Téléperformance, aujourd'hui, c'est une valorisation assez raisonnable pour nous. Ça vaut 21 fois les profits de l'année prochaine, pour une visibilité assez importante et une croissance qui va rester dynamique malgré le surplus lié au Covid dont ils ont bénéficié des 2 dernières années. Un autre exemple, c'est dans le secteur auto. On aime beaucoup Mercedes-Benz, qu'on a rentré cette année en janvier. Pour le coup, c'est vraiment une société cyclique et value. Donc, on peut avoir certaines sociétés de ce type-là dans le portefeuille. Et là aussi, on a des vecteurs d'innovation assez importants aujourd'hui, drivés par la conduite autonome et par le véhicule électrique, évidemment. L'intensité de R&D, elle est significative. Sur les 10 dernières années, en cumulé, c'est 52 milliards d'euros qui ont été investis en R&D par Mercedes-Benz ex-Daimler. Donc, c'est colossal. Et je pense que leur positionnement aujourd'hui est intéressant. Ils ont des marques encore sous-exploitées, comme AMG et Maybach. Et surtout, en termes de développement de véhicules électriques, on a vu récemment leur prototype, le Vision EQX, qui a parcouru enfin 1000 km en une seule charge. Donc, la question de l'autonomie, elle est que temporaire et ça ne sera bientôt plus un sujet pour le véhicule électrique. On retrouve également une société comme Kingspan dans les matériaux de construction, de l'isolation. Là aussi, une société dans la transition énergétique, un acteur indirect. On retrouve également Novo Nordisk dans le diabète et dans le traitement de l'obésité aujourd'hui, puisque leur traitement Wegovy est en constante progression. Il est victime de son succès. Il y a des pénuries, il n'arrive pas à distribuer suffisamment vis-à-vis de la demande, notamment aux États-Unis. 78% de part de marché dans l'obésité. Donc, là aussi, on a des vecteurs d'innovation significatifs et de la visibilité, surtout dans un environnement, un contexte macro qui se veut en ralentissement, voire avec des craintes de récession. Ce ne sera pas un sujet pour les sociétés du secteur de la santé. Un exemple intéressant aussi qui met un petit peu en exergue notre façon de gérer dans le portefeuille, c'est Sartorius Stedim, qui est une société qu'on connaît bien, dans laquelle on a investi en fin 2018, qu'on a porté dans le portefeuille pendant plus de 2 ans et qui a délivré une performance significative, évidemment boostée par la période Covid liée aux équipements pharma. Donc, Sartorius, aujourd'hui, elle est à nouveau rentrée dans le portefeuille. On voit sur les 5 dernières années notre gestion. Donc, on est rentré en fin 2018 sur un cours de 93 €, un PE de 33 fois. Donc, certes, c'était déjà un PE significativement cher pour une société de ce type. Et à cette époque-là, le groupe faisait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. On est sorti début 2021, en janvier 2021, sur un cours de 290 € et avec un PE, cette fois, qui a doublé à 60 fois. Donc, pour nous, ça devenait vraiment trop cher, malgré toutes les qualités de la société. Lorsqu'on n'arrive plus à le justifier, soit par la croissance, qui se veut certes très dynamique, ni par la qualité et le positionnement de la société, on prend nos profits, on coupe la position, voire on en sort totalement. Donc, ça a été le cas pour Sartorius. Malheureusement, on est sorti trop tôt. On n'a pas saisi forcément les meilleurs timings. On saisit rarement les points hauts ni les points bas. Mais en tout cas, pour nous, on n'était plus à l'aise avec cette position et le titre est monté bien plus haut encore par la suite. Jusqu'en septembre 2021, 9 mois plus tard, il était à 545 € et sur un PE qui s'est encore davantage inflaté, il a fait un pic à 75 fois.
Donc, dans un environnement de taux d'intérêt à zéro, on peut peut-être encore pour certains justifier une valorisation de 75 fois. Nous, on n'y arrivait plus déjà depuis longtemps. Le titre a fortement dératé depuis le début de l'année. On ne peut plus justifier une valorisation quand on est à 3% sur les taux longs. Donc aujourd'hui, le titre est repassé sous les 300 € même à l'heure actuelle. Nous, on a commencé à revenir aux alentours de 300-310 sur un PE de 35 fois, qui est à peu près comparable au PE d'entrée qu'on avait en décembre 2018. Sauf qu'entre-temps, donc le cours a été significativement multiplié, ainsi que les fondamentaux de la société, puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 et le résultat opérationnel également. Donc, la croissance va se poursuivre, je pense, pour Sartorius dans les prochaines années. Et aujourd'hui, revenu sur une valorisation bien plus raisonnable qu'il y a encore 6 mois, c'est pour nous plutôt une bonne opportunité de repondérer le titre. Donc, on revient, on accumule progressivement sur notre position qui pèse aujourd'hui à peu près de 2,5% du portefeuille. Damien, j'en profite, on a eu une petite question d'un participant. Oui. En plus, tu parlais de la hausse des taux, hein, de l'environnement économique actuel. Oui. Comment tu peux répondre à cette question? C'est-à-dire, dans cet environnement de hausse des taux, comment tu vois le comportement maintenant en fait, des valeurs de croissance? On a vu en début d'année la rotation sectorielle. Il y a eu un dérating en termes de PE. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en fait, tout simplement? Ouais, c'est effectivement un environnement très adverse pour les sociétés de croissance et notamment les sociétés à multiples élevés. Le parcours des taux a été significativement dynamique et nous aujourd'hui, on pense quand même qu'une grande partie du chemin a été fait puisque à plus de 3% sur le 10 ans américain, on a quand même une partie du de-rating passé et à venir qui est déjà intégrée dans les cours actuels. Si on regarde de manière un petit peu simpliste, on voit par exemple que la dernière fois qu'on avait des taux d'intérêt à 3% aux US, c'était en 2018. Typiquement, de nombreuses sociétés sont revenues sur les multiples qu'elles avaient à cette époque-là, de 2018. Donc, je pense que si les taux continuent de monter, si on va à 3,50 ou 4, on aura encore une phase de de-rating à venir. On aura peut-être encore quelques séances difficiles pour intégrer ça. Si on reste dans le range 3 à 3,50 sur le 10 ans américain, plus des statistiques d'inflation qui pourraient un petit peu s'améliorer dans les prochains trimestres, plus l'aspect chinois qui s'améliorait, l'aspect supply chain également, plus l'aspect Ukraine. Ça fait beaucoup de plus, mais néanmoins, sur cet aspect taux d'intérêt qui est directement lié à la valorisation de la duration de la croissance dans les modèles de DCF, je pense qu'entre 3 et 3,50, une grande partie du chemin a été fait. Donc, on ne sait pas jusqu'où exactement on ira. Je ne peux pas vous dire où ira le Nasdaq dans son bear market, s'il va rebondir sur les 9000 ou 10 500. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de saisir des opportunités sur des titres qu'on connaît bien, qui ont beaucoup de de-ratés, qui reviennent sur des niveaux qu'on juge attractifs ou en tout cas bien plus raisonnables sur un horizon de temps de 3 à 5 ans pour un investissement aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu ce qu'on essaye de faire en y allant progressivement parce que les bear markets peuvent durer plusieurs mois. Merci beaucoup pour ta réponse, Damien. Alors, en termes de performance, rapidement sur le fonds, alors c'était au 30 avril, 29 avril, au mois dernier. Donc, sur 3 ans glissants, on a eu un très beau comportement du fonds suite post-Covid, suite à la crise du Covid, où les sociétés de croissance ont très bien répondu et économiquement et boursièrement, et ça s'est vu dans la performance du fonds qui a performé tout de même plus de 15% en plus de l'indice Eurostoxx sur 3 ans. Sur un an, malgré les rotations sectorielles du début d'année, on restait toujours un petit peu devant dans un environnement que je rappelle complexe et depuis la sortie des vaccins début novembre, ce sont bien les sociétés value qui ont surperformé depuis cette période-là. Donc, pour un fonds comme le nôtre, c'est quand même un environnement adverse,
Mais malgré tout, la performance opérationnelle des sociétés a été au rendez-vous l'année dernière. Elle continue à l'être, selon moi, et d'après les résultats du Q1. Donc, on est assez confiant et on renforce les positions au cas par cas. On voit sur ce petit focus depuis le début de l'année que le fonds a sous-performé significativement sur le mois de janvier. Au mois de janvier, on a eu une rotation sectorielle significative et on a eu des écarts de plus de 10% entre les styles. Donc, c'était, je pense, une des rotations les plus violentes qu'on ait vues depuis de nombreuses années. Et on voit depuis, hormis le mois de janvier, donc depuis début février, le fonds a tout de même surperformé l'indice entre février, mars et avril. Donc, on voit clairement que lorsque ces épisodes de rotation et de tension sur les taux qui amènent à dérater se stabilisent, les fondamentaux du fonds reprennent assez rapidement les devants. En termes de performance calendaire aussi, le fonds se veut très différent des indices, donc on peut avoir des écarts assez significatifs avec les indices, c'est lié à la concentration du portefeuille et au stock picking. On peut avoir des écarts dans un sens comme en 2018, assez significatifs, et en 2020 aussi, où dans les deux cas, on a plus de 10% d'écart, une fois défavorable, une fois favorable. Néanmoins, le fonds a bien progressé également l'année dernière, quasiment 30% de performance pour sa part IC. Et depuis le début de l'année, on a près de 4 points sous l'indice à ce stade, eu égard à la rotation. Le Stoxx Europe croissance est aujourd'hui à moins 20% depuis le début de l'année. Et le Stoxx Value est à moins 50. Donc, les écarts restent significatifs. En termes de risque, le bêta du portefeuille sur 1 an et 3 ans reste significativement en dessous. Donc on est à 0,80 et 0,82, avec une volatilité là aussi inférieure, notamment sur 3 ans. Donc on gère le risque au mieux avec la typologie des sociétés, leurs caractéristiques boursières. Et on essaye d'arbitrer un petit peu les meilleurs momentum de performance économique eu égard à la visibilité qu'elles peuvent donner en termes de résultats. On voit la fréquence des surperformances mensuelles depuis la création. C'est une statistique assez intéressante. On voit que le fonds surperforme 55% du temps, donc un peu plus d'une fois sur deux, d'un mois sur deux. Et il surperforme notamment dans les mois baissiers, plus de 2 fois sur 3. En termes de fondamentaux, toujours dans le portefeuille, donc aujourd'hui on a 38 lignes. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, et c'est ce qui nous rend assez confiants pour les prochains trimestres, malgré ce qui se passe actuellement sur les marchés, c'est qu'en croissance embarquée dans le portefeuille, on a une croissance significativement au-dessus de celle des grands marchés actions européens, puisqu'on attend plus de 8% de croissance de chiffre d'affaires par an sur les 3 prochaines années. Quand sur l'indice, on révise significativement à la baisse, on révise très peu à la baisse pour nos sociétés actuellement. On a une croissance des bénéfices par action qui est 2 fois plus élevée aussi. On attend 12% de croissance par an sur les 3 prochaines années. Et des sociétés très rentables avec des marges opérationnelles supérieures à la moyenne et des retours sur capitaux investis également 2 fois plus élevés que dans les indices. En termes de valo, là aussi, c'est un point important. On parlait du de-rating. Le fonds a quand même beaucoup baissé en termes de valorisation de PE. On a débuté l'année aux alentours de 30 fois. On a perdu 6 points de price earnings sur les 5 derniers mois. Donc, aujourd'hui, le PE du fonds 2022 est à 24. Et sur l'année prochaine et l'année d'après, on passe de 21 à 19. Donc, on est sur des niveaux de valorisation inférieurs à la moyenne historique du fonds aujourd'hui. Et un petit focus sur le segment tech du portefeuille, puisque c'est le segment qui cristallise un petit peu toutes les craintes. Nous, notre poche tech, aujourd'hui, dans le fond, elle représente 26%, et le PE moyen de la poche tech est en ligne avec la valorisation globale du portefeuille. Donc, on est à 24 fois, avec une croissance annualisée de 13% par an, donc un PEG, le ratio entre les deux, à 1,8, ce qui nous paraît très raisonnable. On a des sociétés qui sont technologiques, certes, mais assez mal aimées par le marché depuis quelques temps, notamment SAP ou Worldline, qui traitent aujourd'hui sur des multiples très déprimés. Donc, on les a toujours en portefeuille. Et les sociétés qui ont, pour nous, des valorisations encore un petit peu trop exigeantes malgré le de-rating,
ont été allégés ces dernières semaines, notamment Dassault Systèmes, qui pèse 1,8 du portefeuille aujourd'hui, mais qui est encore valorisé 34 fois les profits, et surtout Nemetschek, qui ne pèse que 0,7% du portefeuille et qui est valorisé encore 40 fois. Donc, sur ces deux sociétés, si on venait à avoir encore un mouvement de hausse de taux, je pense qu'elles pourraient encore un petit peu souffrir et directer. Donc, pour l'instant, on garde des pondérations assez raisonnables sur ces deux lignes, dans l'attente d'avoir un meilleur point d'entrée pour renforcer. Voilà pour les principales caractéristiques du fonds. Au niveau des mouvements qu'on peut citer depuis le début de l'année, donc on a une philosophie non pas de buy and hold, mais on investit dans les sociétés de qualité et on laisse le temps au management de délivrer et aux sociétés de créer de la valeur. Néanmoins, on a rentré depuis le début de l'année 3 nouveaux titres, notamment Mercedes, Accenture et Infineon qui est rentré le mois dernier, très récemment. Donc là aussi, une opportunité, je pense, assez intéressante sur Infineon dans les semi-conducteurs, dont le marché price un bas de cycle assez significatif qui n'aura peut-être pas lieu, en tout cas dans la même intensité que ce qui est attendu. Donc, on a commencé à initier une position. A contrario, on a sorti des sociétés qui nous paraissaient trop chères ou avec moins de visibilité sur les critères qu'on recherche. Donc, Netcompany, qui est une SS2I danoise, est sorti en janvier, tout comme Tomra, qui était trop chèrement valorisé dans le contexte de hausse de taux, et Biomérieux, qui était plus raisonnablement valorisé, mais qui prévoit une décroissance cette année. Donc, nous, on cherche bien des sociétés en croissance organique de 4 à 5%. Ce n'est pas le cas pour Biomérieux. Ce sera temporaire, mais en tout cas, pour l'instant, on avait de meilleures opportunités ailleurs. On a fait quelques ajustements également sur Sartorius et Danred qui ont été notamment renforcés et des allègements sur Dassault Systèmes, L'Oréal ou encore Straumann qui étaient des sociétés à multiples élevés en début d'année. Voilà pour l'aspect composition du fonds. Un dernier mot sur la durabilité. Ensuite, je laisserai la parole à Com sur les détails et modalités de référencement du portefeuille et du fonds. Donc, sur la durabilité, je vous le disais en introduction, le fonds va passer en classification SFDR 8 très prochainement. Donc avec des exclusions normatives et sectorielles que j'ai évoquées tout à l'heure également, et donc une note de risque ESG, de risque de durabilité, qui sera significativement inférieure à l'univers d'investissement et à l'univers retraité des 20% des notes les plus élevées. Donc on voit ces métriques ici, avec la note de risque ESG qui est à 17 aujourd'hui pour le fonds, qui est inférieur donc à l'univers réduit et à l'univers. Et on n'a aucune société qui sont classées en niveau de risque de durabilité élevé ou sévère dans le portefeuille aujourd'hui. Je vais laisser Aurélien peut-être commenter un petit peu l'intensité carbone et l'empreinte. Oui, alors comme le disait Damien, le fonds va passer SFDR 8, donc on s'intéresse de plus en plus à l'ESG et notamment aux notes ESG fournies par Sustainalytics. Et quand on regarde aussi l'intensité carbone du fonds, on est clairement à moins de la moitié de l'univers pour l'intensité carbone. Et même pour l'empreinte carbone, là, on est clairement à un dixième, même pas de l'univers, quoi. Donc, on a clairement un fonds qui présente une intensité carbone donc 2 fois inférieure et une empreinte carbone là qui est presque de 10 fois inférieure à celle de l'univers d'investissement. Donc, c'est quand même assez intéressant à noter. Et donc ça devient de plus en plus prégnant pour notre vision également de notre fonds Galilée Innovation Europe. Merci Aurélien. Et comme peut-être un mot sur 1% pour la planète. Oui, avec plaisir. Donc, le fonds, en fait, fait parmi et même le premier fonds en Europe adhérent au 1% pour la planète, qui est une association à l'origine qui est née aux États-Unis et qui commence à bien se développer en fait en Europe. Le principe est très simple et c'est pour ça qu'on préfère, on aime les choses simples et qu'on comprend. On reverse 1% en fait du chiffre d'affaires du fonds. Donc le 1% pour la planète qui est très répandu sur les produits de grande distribution, donc arrive aussi dans notre secteur et on en est ravis. Merci Com. Terminé, en fait, pour compléter. Un mot sur le référencement? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Damien et Aurélien pour cette intervention très très complète.
Donc, pour la partie souscription, évidemment, vous pouvez souscrire évidemment à partir de compte titre, de PEA, puisque c'est un fonds PEAble, je le rappelle. Et en termes de plateforme bancaire, donc nous avons la plateforme de Norcia, Alphéis, ou encore Intensial. Et concernant les assureurs, les principaux assureurs, donc on a AGAS, Intensial, la mondiale et évidemment donc les assureurs luxembourgeois, puisque nous sommes très très présents sur Luxembourg, puisque nous avons 12 assureurs aujourd'hui qui nous ont référencés, notamment pour la gestion de fonds internes dédiés. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question, que ce soit en termes de processus de gestion ou en termes de souscription. On serait ravis de vous accompagner sur le long terme, puisqu'on le rappelle que trop souvent, mais c'est vraiment important. Investissement action, donc supérieur à 5 ans, je le rappelle, même si vous pouvez avoir une vision à 10 ans, c'est encore mieux. Merci beaucoup encore. Merci à tous. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, si vous avez d'autres questions, je vais peut-être laisser juste 30 secondes pour savoir si certains ont des questions avant de clôturer le webinaire. Alors, je vais en profiter en attendant, si jamais il y a quelques questions, je vais en profiter. Donc, évidemment, nous avons une part institutionnelle pour les multigérants, les fonds de fonds, qui est accessible. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi, puisque les frais, en fait, sont 2 fois moindres. On passe de 2% à 1% de frais de gestion fixes. Donc, nous n'avons pas visiblement de questions, mais nous étions ravis de vous avoir tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et très bon week-end à tous. Très bonne journée, merci beaucoup. Week-end, au revoir. Au revoir.